Je me présente, François de Chantal, je suis professeur de civilisation, alors j'ai l'habitude de dire américaine, mais ici je pense qu'il faut préciser nord-américaine, à l'Université de Paris, politiste, et je vais co-animer cette table ronde sur la recherche appliquée avec Jean-Baptiste Velu, qui est maître de conférence en civilisation nord-américaine à l'Université Paris 3, spécialiste d'économie politique. Donc cette table ronde s'inscrit en fait dans le prolongement de ce qui avait été fait en 2019 lors du précédent congrès de l'Institut des Amériques. Il y avait eu une table ronde avec une thématique similaire autour de la recherche appliquée, où les grandes questions avaient déjà été traitées, notamment la façon dont l'Institut des Amériques pouvait contribuer à disséminer la recherche universitaire auprès de centres de recherche indépendants, think tanks nord-américains. Et pour cette édition de 2021, ce que nous souhaitons faire est un petit peu différent, puisque nous voulons mettre l'accent sur le côté pratique de la transition entre le monde universitaire et puis le monde de la recherche appliquée, en essayant d'identifier les bonnes pratiques, c'est ce que nous avons mis dans le petit descriptif pour cette table ronde, les bonnes pratiques qui permettent à des doctorants, à des jeunes chercheurs et à des chercheurs de confirmer d'investir le champ de la recherche appliquée, du policy oriented, comme on dit, outre-Atlantique. Voilà, donc c'est l'objectif général de notre table ronde, qui sera une discussion très libre. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Baptiste pour qu'il nous parle de l'organisation de cette table ronde et puis qu'il présente les différents intervenants. Bien, merci François et merci à tous et à toutes de votre présence. Donc Jean-Baptiste Velu, Université Sorbonne Nouvelle. Je commence par remercier chaleureusement nos invités pour leur participation à cette table ronde. Remercier également le public en présentiel et en distanciel de nous rejoindre. Et puis donc je vais vous présenter sans plus tarder nos invités, donc, et puis vous dire quelques mots sur l'organisation donc, de cette table ronde. Donc, quand on aura terminé cette courte introduction, nous ferons un tour de table des participants qui vont évoquer en une dizaine de minutes leurs perspectives sur les liens entre recherche appliquée, recherche et aide à la décision publique, comme on a intitulé pour le titre de la table ronde. Avec quelques questions donc on leur a soumises, mais qui ne doivent pas en aucun cas les contraindre dans leur discussion. Vous verrez, on ira au-delà d'un certain nombre de thématiques évoquées pour vous donner deux grands axes, les passerelles, donc les liens entre recherche et aide à la décision publique, et puis un deuxième axe sur les méthodes, les bonnes pratiques et les écoles. Voilà, donc ensuite, quand on aura terminé ces courtes présentations d'une dizaine de minutes, on pourra commencer le débat, alors avec peut-être une ou deux questions des modérateurs, donc avec François de Chantal, et puis questions donc, de la salle et puis des participants en ligne. Voilà, donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir tout d'abord Manuel Lafont-Rapnoud, qui est à nos côtés en présentiel, qui est le directeur du Centre d'analyse de prévision et de stratégie, donc le CAPS du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est aussi l'ancien directeur du European Council on Foreign Relations, qui a une longue expérience de la diplomatie, donc qui pourra nous partager faire part de cette expérience sur recherche et aide à la décision publique. Nous avons aussi à nos côtés en ligne Laurence Nardon, qui est responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI. Elle édite la collection des notes de recherche intitulée les Potomac Papers et donc analyse également les enjeux de la politique américaine dans un podcast qui s'appelle New Deal. Donc, on pourra peut-être nous en parler tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si Célia Belin a pu nous rejoindre ou si elle nous rejoindra ensuite. D'accord. Donc, elle vient de me réécrire en disant que
Elle n'arrivait pas à se connecter. D'accord, donc bon, pardon. Merci. Nous allons résoudre ce problème de connexion pour pouvoir entendre Célia Belin qui travaille à la Brookings à Washington, qui est donc chercheur invité au centre, donc Center on the United States and Europe, et spécialiste de politique étrangère, des relations transatlantiques, et qui a aussi travaillé au CAPS et a été guest fellow au Council on Foreign Relations in New York. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Maya Candel, qui est aujourd'hui responsable du programme États-Unis depuis 2020. Elle a été auparavant aussi en fonction de 2017 à 2021 au CAPS également. Et auparavant, donc de 2011 à 2016, a dirigé le programme États-Unis de l'IRSEM, donc l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Nous pourrons aussi écouter Olivier Daben, qui est professeur de sciences politiques à l'IEP de Paris et chercheur au Centre de recherche des relations internationales, le CERI, et dont les travaux portent sur l'état de la démocratie et l'intégration régionale en Amérique latine, et donc qui apportera une dimension comparée donc, sur les Amériques plus largement. Et enfin, nous pourrons entendre Anthony Cobin, qui travaille à l'AFD, donc l'Agence française du développement, en tant qu'économiste et plus précisément auprès de la direction Amérique latine, au sein de laquelle il est chargé des questions économiques et stratégiques. Voilà, je vous remercie encore une fois tous et toutes de votre participation sur à cette table qui promet d'être très riche. Et donc, on va commencer par un petit tour de table. Alors, je vous propose de commencer donc, par l'ordre qui figurait sur la table ronde, enfin la page en ligne. Donc, Laurence, si vous êtes d'accord, on peut commencer par vous. Oui, absolument. Mais c'est un honneur enfin bon, je vais me débrouiller, vous allez voir. D'abord, donc je tiens d'abord à remercier l'organisation de l'IDEA pour l'organisation de cette table ronde. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire d'avoir dans ces deux ou trois journées, 2 journées et demie de débat, des choses très concrètes qui vont aider les doctorants ou les jeunes chercheurs à essayer de faire sens de ce monde du travail qui s'offre à eux et qui n'est pas forcément limité à l'université. J'espère qu'on va dire des choses très utiles pour eux. En tout cas, pour ma part, quand j'ai vu la liste des questions que vous m'avez envoyées et la constitution de cette table ronde, je me suis dit que j'aurais adoré avoir des échanges, pouvoir entendre des échanges comme ceux que nous aurons aujourd'hui quand j'étais en doctorat en train de me demander ce que j'allais devenir professionnellement après. Alors, donc moi, je travaille à l'IFRI, qui est un think tank à Paris avec une cinquantaine de personnes qui travaillent sur place, dont une bonne moitié de chercheurs. L'autre moitié, c'est des équipes de soutien en édition, en comptabilité, enfin toutes ces choses-là. Et donc, à l'échelle de la France, on est assez grand, on est minuscule à l'échelle des États-Unis, bien entendu, mais enfin, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on accueille pas mal de jeunes, notamment des stagiaires. On a aussi un certain nombre de doctorants en CIFRE. Je crois qu'on en a à l'heure actuelle 2 et une 3e qui arrive. Et donc, j'ai pas mal de choses à vous dire à partir de cette expérience sur la manière dont les échanges entre le monde universitaire, le monde de la recherche et le monde des think tanks peut se faire. Alors, l'avantage de parler en premier, c'est que je vais pouvoir dire des choses assez générales et puis peut-être mes camarades de la session pourront dire des choses plus précises et puis il y aura des questions, etc. Alors, d'abord, je pense… Alors, je prends les questions une par une. Je ne sais pas si elles ont été communiquées aux personnes qui assistent à la conférence, mais bon, je peux peut-être les redire. Je pense que pour travailler
dans un think tank et travailler dans l'université, c'est pas vraiment la même chose, dans la mesure où on s'adresse pas au même public et on n'a pas les mêmes attentes. Il y a une question qui revient pas mal en filigrane dans les questions que vous nous avez envoyées, qui est: est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce qu'on a la même indépendance? Et est-ce que ce sont les mêmes produits? Alors là, moi, je vais parler des papiers qu'on écrit, et des papiers qu'on écrit dans les think tanks par rapport aux papiers qu'on écrit à l'université. Il est évident que la temporalité, la visibilité, le produit ne sont pas les mêmes, et donc il faut le savoir. Dans les think tanks, on doit écrire plus court, on doit écrire plus punchy, il faut qu'il y ait moins de notes de bas de page. On va faire primer, si vous voulez, le lien avec l'actualité et la visibilité du papier, avec un titre peut-être plus punchy, par rapport à la temporalité. C'est-à-dire que ce n'est pas très gênant si un papier de think tank n'est pas durable. Enfin, c'est bien, évidemment, mais enfin, c'est pas un papier. Tous les papiers de think tank n'ont pas vocation à faire référence dans les 30 ans qui suivent. Et donc là, il y a une différence assez importante avec les produits que vous faites à l'université. Je dis vous parce que moi, je suis dans un think tank, je suis pas du tout, justement pour répondre à une autre question, je ne suis pas complètement sûre que la double casquette soit possible. D'abord, en termes de temps, c'est difficile d'assurer une charge d'enseignement en faculté, en université, et d'être dans un think tank à plein temps en même temps. C'est pas très très pratique. Donc, je pense que les casquettes sont difficilement additionnables. Une autre question, c'était, j'en vois trois, donc j'en ai déjà traité une qui est sur la nature des textes qu'on écrit. Un dernier point là-dessus d'ailleurs, sur la nature des textes qu'on écrit. Il y a, je vais dire il y a 20 ans, ça fait vraiment très très vieux, mais enfin bon, il y a 20 ans, j'ai passé un bon moment au CSIS à Washington, j'ai passé 3 ans, et j'avais vu... je n'étais pas encore à l'IFRI à l'époque, je venais juste d'avoir ma thèse. Donc, c'était ma première expérience de think tank. C'était un think tank américain. Et j'étais à l'époque complètement stupéfaite par leur professionnalisme et l'importance de leur positionnement en termes de communication, qui à l'époque en France, en tout cas à l'IFRI, quand je suis revenue, n'existait pas encore du tout. Donc, c'était vraiment un rouleau compresseur. Et ce qu'ils faisaient dans leurs documents de think tank, c'est que systématiquement, il y avait à la fin une liste de recommandations présentées avec des puces, ce qu'on appelle des bullet points. Et donc, il fallait que ce soit efficace avec des propositions sur le sujet qu'on avait traité, des propositions concrètes. Et ensuite, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que les papiers étaient systématiquement envoyés à une liste de politiques. Donc, dans le contexte américain, c'était évidemment les élus du Congrès. Alors, tous ne le recevaient pas, mais il y avait des listes par mots-clés, par centre d'intérêt, et on inondait les élus s'occupant du thème des papiers qu'on avait écrits sur ce thème. Alors je peux vous rassurer tout de suite sur le fait qu'à l'IFRI, on ne fait pas ça encore aujourd'hui, mais peut-être que Célia pourra nous parler de ce qui se passe à la Brookings aujourd'hui, et que Maya pourra nous dire ce qui se passe à Montaigne aujourd'hui. Peut-être que vous avez des approches différentes. À l'IFRI, on ne fait pas ça. Alors, je passe à mon deuxième point qui est assez brûlant, qui est celui de l'indépendance intellectuelle. Alors, est-ce que dans les think tanks, on a de l'indépendance intellectuelle par rapport à l'université? Alors, pour ce qui est de l'IFRI, je peux vous dire que oui. On vit de mécénat, donc on a des entreprises ou des institutions qui nous financent. Est-ce que, du coup, ils nous posent des problèmes? Très honnêtement, c'est rarissime. Parce qu'en fait, les mécènes de think tank comme l'IFRI savent très bien, quand on entre en dialogue avec eux, ils savent très bien ce qu'on fait, ils savent très bien ce qu'on veut, et ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir nous demander d'écrire des papiers qui vont dans leur sens. Le deal n'est pas comme ça, donc ils savent très bien que ce n'est pas la peine de demander, on ne le fera pas. On a eu quelques problèmes avec des financeurs généralement étrangers qui ne voulaient pas qu'on dise quelque chose qui n'était pas dans leur ligne. Ces partenariats n'ont pas pu durer très longtemps, ce qui nous a coûté au sens propre du terme. Mais bon, c'est comme ça.
Donc, je peux rassurer les étudiants qui voudraient travailler dans des think tanks, l'indépendance intellectuelle, elle est généralement, elle n'est pas problématique, elle est assurée. Bon, après, tout peut arriver, hein, mais bon. Et le troisième point, c'était… ah oui, voilà. C'était quelles compétences un jeune chercheur ou une jeune chercheuse peuvent-ils faire valoir pour intégrer un acteur institutionnel ou un think tank? Alors voilà, comment on choisit alors soit des stagiaires, soit des CIFRE, soit des jeunes chercheurs à l'IFRI. Alors donc je parle à nouveau pour ma paroisse, hein, peut-être mes collègues auront d'autres infos. Pour nous, la voie royale, pour choisir un jeune, recruter quelqu'un, c'est le stage. En fait, on a beaucoup de chercheurs de l'IFRI qui ont commencé par un stage. Alors après, ils sont repartis peut-être faire leur thèse, ils sont revenus 3 ans plus tard, mais c'est vraiment le moyen de voir comment les gens fonctionnent, quel est s'ils sont brillants ou pas, s'ils sont réactifs, s'ils fonctionnent bien dans l'équipe, etc. C'est vraiment pour nous un moyen très, très pratique de jauger les personnes. Alors, la question suivante, c'est comment on recrute les stagiaires? Le CV. Et sur le CV, ce qu'on regarde, c'est évidemment le diplôme. On regarde si les personnes ont fait des années à l'étranger. Ça, on aime beaucoup. Par exemple, sur les États-Unis, un stagiaire qui a fait une année d'études dans une fac US, évidemment, ça va être merveilleux. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui parle bien, qui a l'habitude des échanges avec les Américains. Bon, voilà. Et aussi, il ne faut pas postuler trop tôt parce que chez nous, en tout cas, on a l'habitude de ne pas prendre de gens avant au moins le niveau master parce que dans les 3 premières années de L1, L2, L3, les étudiants sont encore trop jeunes et ils ne vont pas pouvoir bien exploiter comment dirais-je, ils vont pas ils vont pas profiter du stage bien parce qu'ils ne sont pas encore formés à écrire, à être réactifs, etc. Alors que s'ils attendent le master pour faire ce stage, là, ils vont pouvoir l'exploiter et, d'une certaine manière, rentabiliser cette chance au maximum. Voilà, alors j'ai été très, très concrète. Je regarde sur ma feuille si je n'ai pas oublié de dire des choses, mais on pourra y revenir, hein, bien sûr. Tac, tac. Non, c'est tout. Mais écoutez, je m'arrête là parce qu'on est beaucoup à parler, mais je serais très contente de répondre à des questions plus précises ensuite. Merci. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation très riche et très concise également. Donc, merci d'avoir respecté le temps de parole pour qu'on ait bien le temps d'entendre tout le monde. Je passe ensuite la parole à Célia. Si Célia a réussi à se connecter sans souci, tout va bien, on n'a pas fait de test, mais ça devrait aller. D'accord. Alors donc, pour me présenter, je suis chercheur invité à la Brookings Institution, qui est un des plus gros think tanks du monde, qui est, je l'ai vérifié, qui est encore le think tank numéro 1 d'après le Global Go-To Think Tank Index. Donc, je m'en revendique, hein, comme les gens qui ne sont pas bien classés dans l'index vont dire que ça ne sert à rien, et donc ceux qui sont bien classés vont dire que vraiment c'est formidable. En tout cas, c'est un think tank qui a plus de 100 ans désormais, qui est vraiment un pilier du monde des idées de Washington et qui a la particularité, à la différence d'autres, d'être multidisciplinaire et d'avoir 5 grands départements, dont le département de politique étrangère, mais aussi des départements d'économie, de politique intérieure, d'études urbaines, qui ont chacun leur prestige, qui sont très connus les uns et les autres. Et il y a du coup, alors je sais même plus les derniers chiffres parce que ça a beaucoup changé avec 2 phénomènes. Donc je dirais qu'il y a 300 chercheurs à peu près permanents et en fait ou 250 chercheurs et 200 ou 250 personnes administratives qui soutiennent le travail des chercheurs. Et ça a beaucoup changé pour 2 aspects. C'est que d'abord, on a tous connu la crise Covid qui, nous, à Brookings, il y a eu un effort pour protéger les emplois. Évidemment, avec notamment, il y avait des inquiétudes très fortes dès le début parce que
Est-ce que les donateurs vont continuer à donner? Est-ce que notre travail a encore du sens? Comment fait-on quand on ne va pas physiquement au travail? Et donc, il y a eu comme tous les autres personnes à travers le monde, il y a eu une grande interrogation sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a remarqué que pendant la crise Covid, il y a eu beaucoup de gens qui ont changé d'emploi en réalité. Mais on a aussi embauché énormément. Donc, en fait, on doit être à peu près au même chiffre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi l'administration Biden. Et après l'administration, dans les premiers mois de l'administration Biden, même dès le moment de la transition, on a vraiment eu une fuite des cerveaux vers l'administration. Et donc, on a eu pour Brookings, alors je n'ai pas les chiffres exacts, au dernier recensement, c'était une vingtaine de personnes au moins, qui sont pour la grande majorité des chercheurs qui ont rejoint l'administration Brookings. Pardon, je ne parle que de l'aspect que je suis, c'est-à-dire politique étrangère et politique économique. Je ne sais même pas combien ont été recrutés du côté politique intérieure, études urbaines, sachant qu'il y a énormément de gens qui ont des liens avec beaucoup d'autres départements. Donc, vraiment un départ massif, et ça arrive à chaque changement d'administration. Même si désormais, alors que le Parti républicain est devenu de plus en plus trumpiste, il n'y a pas beaucoup de liens avec l'Amérique républicaine de Trump. Et du coup, il y aura nécessairement moins, si cette Amérique devait revenir au pouvoir, il y aurait moins de départ des think tanks vers l'administration. Mais là, ce qu'on a connu, c'est vraiment une très grande saignée, un grand départ. De notre équipe, je suis dans le centre sur les États-Unis et l'Europe. On a eu du petit centre, donc dans mon centre, il y a à peu près 12 personnes. Il y en a 3 qui ont rejoint l'administration et 4 qui sont des affiliés. Donc, on a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des non-resident fellows, qui sont des chercheurs affiliés, qui ont souvent un poste ailleurs. Donc, c'est un poste dans un autre think tank éventuellement, même si c'est pas le plus courant. Le plus courant, c'est à l'université ou dans le privé, qui ont un poste à l'extérieur et qui sont affiliés chez nous. Ça leur permet d'écrire chez nous. On a ces compétences-là. Nous, au centre sur l'Europe, on les intègre à nos réunions. Donc, on bénéficie de leurs compétences. C'est un peu comme les consultants permanents du CAPS. Et là, on en a à peu près autant que de chercheurs, donc 10 à 15 pour le centre sur l'Europe. Et là, on a eu aussi beaucoup de départs de non-residents vers l'administration. Alors, qu'est-ce qui me semble intéressant à vous expliquer? Donc, Laurence a déjà parlé du travail du chercheur en think tank. Je dois préciser que donc c'est un travail, c'est de la policy-oriented research, de la recherche, comment est-ce qu'on dit en France? La recherche appliquée, non? À vocation à appliquer. Et je crois qu'il y a un autre. Et en tout cas, sa fonction, c'est l'aide à la décision publique. C'est-à-dire qu'on doit écrire avec pour idée, avec pour finalité de se dire que si ce travail produisait ses effets sur les décideurs, elle peut lui apporter sous forme de conseils, elle peut lui permettre de voir les enjeux sous un angle orthogonale, elle peut se montrer très critique et porter de manière publique la critique. Tout ça avec dans l'idée, encore une fois, de traiter de sujets donc contemporains. On est assez rarement en train de traiter de sujets historiques, sauf s'ils sont au service de la décision contemporaine, et avec évidemment une temporalité, l'a dit Laurence, qui est différente dans la recherche plus fondamentale, la recherche universitaire, où on va essayer non pas seulement de coller à l'actualité, mais de faire en sorte qu'au moment où on présente nos papiers, donc qui aujourd'hui ont pour l'immense majorité une forme électronique, à part les livres, quand ils sont présentés, ils aident soit à interpréter, soit à prendre des décisions sur les sujets contemporains. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ce type de recherche. Un dernier mot, et puis comme ça, je ne parle pas trop longtemps. Donc, je suis en poste à Brookings parce que c'est un poste qui est
soutenu par Expertise France et par le ministère des Affaires étrangères, donc via l'agence de Expertise France, en lien avec l'ambassade. Donc, c'est un poste de Français, donc un poste pour les Français, non pas que ce soit une question de nationalité, mais c'est dans l'idée que c'est un poste que la France soutient au sein de ce think tank. Il y en a un autre à Carnegie de poste, et d'ailleurs, je ne sais pas qui remplace ma collègue qui était Yasmine jusqu'à il y a pas très longtemps, ou alors j'ai loupé l'information. Donc, un poste à Carnegie, un poste à Brookings, et ensuite, ce qu'on appelle le dispositif des Français des think tanks de Washington. Il y a d'autres Français qui sont dans d'autres think tanks. Souvent, alors, soit des diplomates. Donc, actuellement, on a 2 autres diplomates qui sont détachés pour 2 ans, par exemple, au CSIS, ou pour 1 an ou 2 ans au Washington Institute for Near East Policy. Donc, en ce moment, on a 2 personnes. Et on a également maintenant des accords avec l'Atlantic Council et le ministère de la Défense, la DGRIS, je crois, qu'il y a un poste actuellement, Marie Jourdain, qui est Atlantic Council, en plus des Français qui sont indépendants, mais qui sont très liés au dispositif français. Et je pense à Benjamin Haddad à l'Atlantic Council. Ce que ça veut dire concrètement, tout ça, c'est une stratégie d'influence sur laquelle Manuel peut-être va revenir, qui a été mise en place à partir de 2004, après la prise de conscience qu'il y a eu que en 2003, au moment de l'opposition entre la France et les États-Unis sur la guerre en Irak, pour ceux qui sont assez âgés pour s'en souvenir, parce que là, il y a plein d'étudiants pour qui ça veut peut-être rien dire, ça a été un moment de grande tension diplomatique où la France et l'Allemagne se sont opposées aux États-Unis qui voulaient intervenir en Irak. Et donc, il y a eu une crise diplomatique très visible qui a provoqué un relent. Alors, il y a toujours un peu de francophobie latente dans les médias américains, et puis globalement une incompréhension assez grande, non seulement de l'administration Bush de l'époque, qui était furieuse, mais aussi très largement dans les think tanks, avec, on s'est rendu compte, un manque de résonance des arguments français au sein des think tanks. Et ça a très fortement nui à notre effort, et ça a très fortement nui à l'image de la France. Une fois la crise passée, le ministère s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et a lancé un programme d'influence à Washington. Et dans ce programme d'influence, il y a la question de la présence de chercheurs français à Washington. Alors moi, je suis chercheur indépendant, je ne signe pas, je signe d'ailleurs un contrat d'indépendance, je ne travaille pas pour la France, mais il est évident que de par ma formation et mon expérience, j'ai une compréhension des enjeux pour la France, pour l'Europe et des positions qui va être du Quai d'Orsay, de l'Élysée, etc., qui va être peut-être plus fine, qui va être plus informée et qui donc peut se faire le relais et éviter que s'installent des incompréhensions qui nuisent profondément aux relations franco-américaines. Et donc, j'avance de 18 ans pour vous informer que pour moi, l'épisode des sous-marins de la semaine dernière, avec l'accord entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne sur la construction de sous-marins et la crise diplomatique que ça a engendré avec la France, ont été, j'ai trouvé un vrai exemple de pourquoi le dispositif français à Washington, ça marche. C'est-à-dire que très rapidement, non seulement le Quai d'Orsay a fait une réponse très publique à travers des communiqués, etc., mais surtout, il y a eu un relais très fort d'opinion à travers les Français des think tanks qui, alors pas spécifiquement moi en l'occurrence, parce que les sujets défense-sécurité, c'est pas trop mon dada, et donc j'ai regardé ça avec un petit peu plus de distance, mais nos différents chercheurs qui étaient à CSIS, Atlantic Council, etc., grâce à la crédibilité qu'ils ont acquis dans le fait d'être chercheurs depuis 1 an, 2 ans, 3 ans à Washington, d'avoir produit sur plein de sujets, ont pu
mettre en avant les arguments stratégiques et politiques français. Et je pense que ça a contribué très largement à, en grande part, à former une opinion générale, médiatique, publique autour de la question de cette affaire, de cette crise diplomatique, où finalement le mécontentement français a été tout à fait pris en compte par les médias, puis enfin par l'administration, dans des proportions qui, à mon avis, n'auraient pas du tout existé sans ces relais de pensée. Donc, la présence de chercheurs, donc ça c'est le petit exemple de Washington, mais la présence de chercheurs français dans les instituts à l'étranger, c'est un relais d'influence. Et c'est un relais d'influence quand ils sont dans des lieux comme ça, les laboratoires d'idées, qui sont directement liés à la décision politique. Merci beaucoup Célia. On va continuer notre tour de table avec la présentation de Maya. Quelques mots, Maya, bonjour, merci de nous rejoindre. Oui, donc très bien. Bonjour, merci, bonjour à tous. Je ne vais pas rappeler mon parcours puisque ça a été fait par le président de séance, je crois, au début. Alors, en 10 minutes, je pense que ce n'est pas possible d'aborder tous les points et puis, beaucoup de choses ont été évoquées par mes collègues. Donc, peut-être je peux apporter quelques éléments sur la spécificité d'un côté du CAPS, de l'autre de l'IRSEM. Au niveau sur les think tanks, c'est un peu plus compliqué parce que effectivement, j'ai rejoint l'Institut Montaigne, mais il y a 2 semaines et demie. Donc, je ne peux pas encore vraiment. J'ai pas encore une vision globale du fonctionnement et des réponses sur tout un tas de questions. Je vais quand même reprendre la première question parce que je trouve qu'elle est sur la circulation entre les sphères de savoir. Et en fait, je dis ça parce que finalement, je termine juste, je viens de terminer mes 4 ans au CAPS et je crois que c'est la spécificité, la beauté, l'unicité, la génialité, du CAPS, c'est justement cet aspect de circulation entre les sphères de savoir. Le passage, en fait, de la recherche universitaire à des notes qui peuvent être utiles pour informer, éclairer, même conseiller la décision publique. Et je sais que moi, c'est ce qui m'attirait au CAPS. Et c'est vraiment ce que j'y ai trouvé dans une indépendance totale. Donc, voilà, en même temps, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres endroits comme le CAPS. L'IRSEM étant un petit peu différent, puisque l'IRSEM a vraiment une vocation de recherche, mais peut-être j'y reviendrai un peu plus tard. Je trouve ça important parce que, effectivement, il faudrait plus d'endroits comme le CAPS, en fait. Et je ne suis pas certaine que les think tanks, de plus en plus, en tout cas en France, aux États-Unis, le paysage des think tanks est quand même un peu différent, mais peut-être c'est valable aussi là-bas. Il y a un tel rythme et un tel... l'actualité aussi oblige et la nécessité quand même de faire des recommandations, des propositions, font qu'on n'a pas vraiment... Je ne suis pas sûre. Je vais voir. Peut-être dans un an, je pourrais vous en dire plus là-dessus. Est-ce qu'on a le temps de réellement aller lire des articles universitaires de 30-40 pages et pour en extraire ce qui peut être utile? Voilà, je ne suis pas sûre. Alors que je pense que c'est effectivement c'est beaucoup ce que fait le CAPS et c'est très utile. L'IRSEM est un peu différent parce que l'IRSEM est
davantage un centre de recherche qui correspond peut-être aussi à un manque dans l'université. Alors, je ne veux pas aller dans les débats sur les différentes sections et l'absence d'une section relations internationales ou d'une section d'études stratégiques parmi les sections de la CNU en France. Mais le fait est que l'ambition première qui était rappelée par le directeur actuel de l'IRSEM, c'est bien d'occuper cet espace-là avec une vraie volonté du coup de faire des articles, de publier, y compris des articles universitaires. Voilà. Donc, j'essaie de voir si je peux vous voir quand même, parce que c'est un peu bizarre. Oui, voilà. Alors, sur les aspects peut-être plus pratiques qui peuvent intéresser les étudiants, effectivement, en quoi la rédaction des notes à destination des institutions est différente des publications universitaires, c'est absolument... En fait, c'est pas la même, il n'y a pas la même nature et niveau d'exigence en termes de notes de bas de page, etc., comme le rappelait Laurence. Et puis, l'objectif n'est pas le même. On ne cherche pas quand on rédige une note dans une institution, on ne cherche pas à combler un vide dans la littérature scientifique, même si, bon, il y aurait des choses à dire là-dessus, parce que parfois, on cherche tellement les vides qu'on finit par aller sur des sujets peut-être un peu étroits, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais les objectifs sont pas les mêmes, la temporalité n'est pas la même, et ça, c'est peut-être un des points principaux. Quand on est dans une institution qui cherche à aider à la décision, que ce soit un think tank ou un endroit comme le CAPS aussi, on a quand même un certain nombre de délais, des questions de réactivité. Et donc, on n'est absolument pas dans le rythme de la soumission d'un article à une revue à comité de lecture, où on va avoir un retour 2 ans après, et puis ensuite, après les révisions, ça va prendre encore 1 an. Enfin bref, c'est évidemment pas les mêmes temporalités. Ça n'a rien à voir. Je sais que ça dépend des revues et des disciplines, mais on est quand même, là, il me semble, vraiment sur des métiers assez différents. Si je reviens à mon expérience, pendant mes 5 ans à l'IRSEM, j'ai pu faire encore énormément d'articles pour des revues universitaires. Je parle vraiment des revues à comité de lecture, hein, pas des revues hybrides. Voilà, au CAPS, finalement, de moins en moins, parce que c'est pas c'est pas la même manière de travailler, c'est pas la même temporalité et c'est pas la même exigence. Et je n'ai pas de hiérarchie là-dedans. Je crois que c'est vraiment 2 métiers différents. Et en même temps, qui ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, dans une institution, je parle plus du CAPS parce que c'est mon expérience la plus récente, hein, mais évidemment, au CAPS, on va se nourrir surtout sur le plan conceptuel, mais aussi sur le plan d'une étude exhaustive, sur le plan quantitatif, etc. On va se nourrir d'un certain nombre d'articles universitaires. J'ai oublié mon... mais oui, pardon. Mais il y a une interaction, je pense, quand même. C'est-à-dire que les universitaires aussi gagnent à avoir ces institutions-là, c'est le terrain pour certains universitaires, suivant son nombre de travail. Parler avec des acteurs institutionnels, c'est un terrain. Donc, si on travaille sur la prise de décision, il y a vraiment une interaction à avoir, une forme d'économie circulaire. Donc voilà. Sur le point de l'indépendance, je sais plus maintenant si... non, ça j'ai déjà dit, pardon. Voilà, je ne sais pas s'il y a des points en particulier sur lesquels je pourrais revenir plus, mais peut-être on continue le tour et on attend les questions. Je pense que c'est peut-être intéressant d'avoir une interaction aussi sur tous ces sujets.
Très bien, merci beaucoup Maya, et puis on pourra revenir éventuellement sur des points précis ou d'autres points qui n'auraient pas été abordés dans les présentations en fonction du temps et puis des questions qui émergent. Alors, je donne la parole maintenant à Olivier Daben. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Je souscris à pas mal de choses qui ont été dites déjà par les intervenantes qui m'ont précédé. Et donc, ce que je peux ajouter, c'est peut-être une petite réflexion et puis un témoignage depuis ma double casquette de chercheur aux séries et professeur à Sciences Po, mais aussi en même temps consultant permanent au CAPS depuis 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement. Et d'ailleurs, on va éviter d'être trop enthousiaste devant le directeur du CAPS, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai une très, très, très belle expérience, très agréable. Et c'est la raison pour laquelle elle se prolonge d'ailleurs, parce que j'en suis content. J'espère que les collègues du CAPS aussi. Mais ce que je voudrais dire avant d'évoquer cette double casquette, c'est faire un petit commentaire sur effectivement 2 mondes qui sont pas si simples que ça à concilier, parce qu'il y a une différence fondamentale, je dirais, entre la finalité de la recherche, qui est, pour être un petit peu caricatural et rapide, mais quand même d'utiliser des réalités empiriques pour faire progresser la théorie. En fait, on cherche, quand on fait de la science, des sciences sociales, la science politique, on cherche à exploiter des terrains pour faire avancer des grandes idées, des grandes théories, des grandes conceptions. La finalité de l'expertise, de la consultance, c'est presque exactement l'inverse. C'est-à-dire, on se nourrit au mieux, je dirais, si on a le temps, on se nourrit d'apports théoriques, mais pour comprendre des réalités empiriques et éventuellement même donner des recommandations sur comment impacter cette réalité empirique. Donc, c'est quand même 2 démarches qui sont assez fondamentalement antithétiques, qui peuvent se rejoindre, et c'est là que, par exemple, les discussions au CAPS sont tout à fait intéressantes, parce qu'on oublie qui est qui dans cette enceinte pour discuter de choses tout à fait intéressantes sans tenir compte des casquettes particulières des uns et des autres. Et il y a pas mal de chercheurs, j'ai pas mal de camarades du CERI qui ont fait cette expérience, qui continuent à la faire d'ailleurs, de dialogue avec les diplomates sur des questions très, très concrètes. Donc on oublie qui est qui et on se rend compte qu'on peut se rejoindre et dialoguer, et ça peut être bénéfique pour tout le monde. Mais si on veut résoudre ce dilemme du caractère un petit peu antithétique de ces 2 démarches, c'est pas simple en fait, parce que fondamentalement, les gens qui sont formés pour faire de la recherche font un doctorat qui sera valorisé en fonction d'apports théoriques. Il n'existe pas en France de thèse professionnelle, de doctorat à finalité professionnalisante, et c'est bien dommage, ça fait longtemps qu'on en parle. Bon, à Sciences Po, on n'est pas loin de vouloir le faire tout seul, parce que y a pas de décision politique officielle pour aller dans cette direction, et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a moyen je crois qu'il y a un créneau en fait qui consiste à pousser très loin l'investigation pour s'en faire une spécialité, mais avec une finalité pragmatique et en tout cas autre que simplement reproduire le monde de la recherche, qui est un petit peu endogame de ce point de vue-là. Donc, après, ce qui est sûr, c'est que la création d'une thèse professionnelle, ça viendrait sanctuariser quelque chose qu'on n'est pas sûr de souhaiter. Ça fait très longtemps à Sciences Po qu'on a un débat entre nous sur ces questions-là. Ces dernières années, Sciences Po a créé des écoles à vocation professionnelle, en particulier pour les questions internationales, la Paris School of International Affairs, la PSIA, qui a des programmes à visée professionnelle et dans lesquels interviennent des chercheurs, mais aussi beaucoup de gens qui ne sont pas du monde de la recherche, mais qui ont une vraie expertise à faire partager aux étudiants. Et donc, on les accueille. Mais je dirais que parfois, chez certains de nos collègues, avec une certaine réticence. Il faut quand même, si on veut mettre tout sur la table, l'expertise n'est pas forcément bien vue dans le monde académique où, comme vient de le dire Maya, un article dans une revue qui va accepter 1% des textes qu'il reçoit vaut 10 fois mieux, 100 fois mieux pour une carrière académique que n'importe quelle consultance ou n'importe quelle participation à des organisations qui produisent de la connaissance. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs chez nos voisins européens ou aux États-Unis,
ou peut-être que le domaine de l'expertise est un peu plus valorisé. J'en suis pas sûr, hein. Je pense que le monde académique est assez fermé sur lui-même. Et finalement, on se préoccupe guère de l'utilité sociale de la recherche, parce qu'en fait, on est quand même, surtout en France, tous des fonctionnaires, et on doit pouvoir faire profiter une variété de publics de l'accumulation de connaissances auxquelles on procède quand on fait de la recherche. Donc, moi, je dirais qu'il y a un problème dans l'organisation des études. Si on veut vraiment prendre les problèmes à la source, il consisterait à expliquer à nos étudiants que faire de la recherche, ce n'est pas uniquement à finalité scientifique, et que la recherche peut servir à d'autres choses qu'à reproduire le monde de la recherche. Je pense que c'est un discours qu'on leur doit de toute façon, étant donné les débouchés extrêmement rares par les temps qui courent dans le domaine de la recherche. Il faut absolument que la recherche puisse servir à autre chose qu'à grossir le rang des chercheurs. Et donc il faut aller dans ce sens-là. Moi, j'en suis convaincu. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que pour nous, alors là, peut-être un petit témoignage de ma double casquette, c'est pas très facile pour nous d'aller discuter avec des gens qui sont en dehors de nos milieux, diplomates particulièrement pour le cas qui concerne, parce qu'on ne sait pas toujours très bien faire. Il faut quand même l'avouer. C'est quand après une belle démonstration tendant à prouver qu'on connaît très bien quelques pays dans ce monde, un diplomate nous dit "So what? C'est quoi ta recommandation?" On n'a pas l'habitude. Donc, on nous sort de notre zone de confort et on nous confronte à une difficulté qui est une difficulté de passage à la pratique, c'est-à-dire en quoi tout ce que tu viens de nous dire peut impacter la décision et les prises de position diplomatiques. Et ça, il faut quand même avouer qu'on ne sait pas faire, et ça prend du temps pour s'habituer à cette forme de raisonnement. Et je pense que la plupart d'entre nous, on est prêts à faire l'essai, cette tentative, mais on n'a pas non plus envie d'être complètement, je dirais, contaminé par cette façon de voir les choses, parce qu'on garde au fond de nous-mêmes cette pureté de la recherche scientifique qui fait que on s'en fout complètement de ce à quoi peut servir nos très belles conclusions, si ce n'est à faire progresser, disons, des questionnements éminemment théoriques sans aucun impact sur la réalité. Donc le so what, c'est compliqué, et en tout cas on n'apprend pas ça, on n'enseigne pas ça à nos étudiants. À l'école de la recherche de Sciences Po, on forme des docteurs, et on est plutôt content parce qu'ils s'en sortent plutôt bien. Donc on n'a pas trop de problèmes de déboucher de ce côté-là, mais à aucun moment on va leur expliquer que il existe un champ qui est celui de l'expertise, et où il faut s'interroger sur les implications concrètes des savoirs qu'on accumule, et que la recherche peut être aussi policy orientée. On a évoqué cette expression. Je pense qu'à Sciences Po, on est préoccupé, mais on est critiqué par bien d'autres universités en France qui disent qu'on en fait un petit peu trop, et qu'on ne devrait pas trop se préoccuper de ça. Donc, je pense qu'il faut aussi balayer devant notre porte, nous, chercheurs, et si on veut que la rencontre avec le monde de l'expertise soit bénéfique à tous, il faut qu'on fasse des efforts. Et ce n'est pas juste je vais vous apporter ma connaissance, débrouillez-vous, faites-en ce que vous voulez. Il faut aussi apprendre à répondre à la question so what, qui est une question toujours très difficile. Voilà en gros ce que je voulais dire. Là aussi, évidemment, je peux aussi rentrer dans le détail, mais je préfère être bref pour le moment, et revenir éventuellement sur quelques-uns de ces points par la suite. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. On pourra revenir si vous avez d'autres éléments complémentaires pendant la séance questions et réponses. Voilà, je passe la parole maintenant à Anthony Cobin de l'AFD. Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être assez bref et de compléter un petit peu ce qui a pu être dit par les précédents intervenants. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais parler du point de vue de ce que nommait M. Taben juste avant, qui est celui plutôt de l'expertise, puisque le groupe AFD se positionne souvent à l'interface entre le monde académique, celui de l'expertise, et le monde des décideurs, et plus largement celui des acteurs de développement en tant qu'institution financière de développement. Moi, je vais adopter un point de vue là maintenant qui est strictement opérationnel, c'est-à-dire que je ne reviens pas sur la stratégie globale du groupe AFD en matière de recherche, qui est un champ plus large que ce dont je vais parler maintenant, et que je peux vous inviter ou qu'on peut aborder après si cela vous intéresse. Moi, je vais essayer d'éclairer un petit peu
avec 4 exemples comment nous utilisons au quotidien la recherche, alors, au sens large, la recherche académique, mais aussi l'expertise, puisque on est vraiment au cœur de ces 2 champs, et donc comment on l'utilise au quotidien pour nos opérations. Ça donnera éventuellement aussi aux doctorants des idées de métiers, de débouchés qui peuvent exister au sein de nos institutions, mais aussi au sein de think tanks, par exemple, ou de champs disciplinaires, qui sont ceux sur lesquels on travaille. Au quotidien, nous, on l'utilise de 4 manières. Enfin, on pourrait les désagréger un peu plus, mais je vois 4 manières principales. La première, c'est vraiment l'aide à la compréhension des contextes et des enjeux en amont de nos opérations. Éclairer les contextes, préparer des interventions, par exemple à 2 niveaux, dans des pays, puisqu'on travaille dans 100 pays à peu près depuis 80 ans. Le premier niveau, c'est de travailler dans des pays dans lesquels nous sommes très récents. C'est le cas en Amérique latine, par exemple, puisque ça fait seulement une dizaine d'années que nous travaillons là. Maintenant, on est présent dans 10 pays, mais nous arrivons dans des pays que nous ne connaissons pas. Donc, il y a besoin de mobiliser de la connaissance pour pouvoir travailler, préparer ces interventions, préparer les mandats. Donc, c'est toutes des opérations de prospection, en fait, qui font appel à ce type d'expertise, qui peut être qui est en général multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Et par exemple, très concrètement, pour rendre hommage aussi à l'Institut des Amériques qui nous invite, lorsque on a créé des départements Amérique latine à l'AFD il y a une dizaine d'années, il y a tout un travail en commun qui a pu être réalisé et qui a abouti à la publication d'un ouvrage sur les enjeux du développement en Amérique latine, qui est un ouvrage multidisciplinaire et qui a contribué à préparer le champ un petit peu d'intervention de l'AFD dans ces pays qui ne connaissaient pas. Le deuxième champ, c'est lorsque vous êtes dans un pays, déjà depuis un moment, ou peu importe, et vous avez besoin de mobiliser de la connaissance sur des sujets, sur des thématiques données, et ce, afin de préparer une intervention en particulier. Donc là, on mobilise aussi régulièrement des chercheurs, des universitaires, alors soit sous la forme de consultance, très très souvent, soit sous d'autres formes. Ça peut être des partenariats, ça peut être des thèses CIFRE, puisqu'on nous en accueillons à l'AFD plusieurs, je crois 3 ou 4 par an. Donc, qui nous aident à éclairer un petit peu ces champs. Alors, par exemple, sur l'Amérique latine, pour rester sur la zone, qui est la zone sur laquelle je travaille, et je pense sur laquelle les doctorants qui nous écoutent travaillent aussi, enfin, sur la zone Amérique au sens large. On peut travailler sur la question des communs, la question de l'eau, la question des inégalités, la question des violences urbaines dans certaines régions, qui nous aident à préparer des opérations. Donc voilà, c'est l'aide à la compréhension globale, un petit peu des contextes et des enjeux. Ça, c'est la première chose avec laquelle on l'utilise vraiment au quotidien. La deuxième chose, c'est sur des opérations en particulier, donc sur un projet donné. Par exemple, l'AFD, la mission principale est de financer des projets ou des politiques publiques avec une myriade d'acteurs publics, des États, des collectivités locales, des municipalités, des banques publiques, ou que sais-je, toute une myriade d'acteurs publics, mais ces financements s'accompagnent en tant qu'institution de développement et non pas seulement qu'institution de financement, s'accompagnent de ce qu'on appelle dans le jargon la coopération technique, c'est-à-dire c'est la valeur ajoutée un petit peu non financière des projets qui est souvent recherchée par les pays, les contreparties avec lesquelles on peut travailler, et ça se met en place sur plusieurs années. C'est de la recherche, on mobilise en général de l'expertise là sur le coup et de la recherche au service du projet ou de la politique financée. Et ça peut prendre diverses formes, des études universitaires ou des études d'expertise, de la mise à disposition d'experts. Là aussi, on est souvent dans le champ quand même de l'expertise. Ça peut être de la formation de certains cadres, de certains fonctionnaires auprès de certains ministères, auprès de certains établissements publics. Ça peut être de la mise en réseau, de la mise en relation, de la fourniture d'outils techniques, par exemple de modélisation, lorsqu'on va travailler sur des politiques de transition bas carbone, de modélisation de scénarios climat à long terme. Et donc là, on fait intervenir de la recherche stricto sensu, donc des universitaires. Je pourrais après vous donner éventuellement des exemples plus précis, mais ça c'est sur un projet en particulier. Le troisième sujet sur lequel on mobilise aussi la recherche au quotidien, c'est l'évaluation des politiques et des programmes financés. Une fois qu'ils sont terminés, il y a des objectifs et il y a des contraintes d'évaluation pour
l'idée, c'est de capitaliser, bien sûr, et d'améliorer les impacts, d'apprendre aussi un petit peu des bonnes pratiques, ce qu'on peut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment améliorer pour la prochaine fois. Ce sont souvent des évaluations qui sont après ensuite publiées pour la plupart, qui peuvent aider aussi d'autres personnes qui font les mêmes travaux que nous à pouvoir s'en inspirer, et on essaye aussi de s'inspirer des travaux existants en la matière. Et le quatrième item avec laquelle on utilise la recherche au quotidien. Alors là, c'est un sujet un peu plus large puisqu'il s'agit de la construction un petit peu des partenariats stratégiques ou de stratégies d'influence. Et donc là, on est à la croisée des champs opérationnels et du champ politique, mais aussi du champ académique. Donc je vais l'aborder que très partiellement, pardon. Mais pour remplir son mandat, l'AFD, enfin des institutions comme l'AFD, se doivent d'être influentes aussi au-delà des financements, puisque ce ne sont pas que il y a une casquette de financeurs de développement, il y a une casquette aussi de promotion, en tout cas, et d'accompagnement technique de ces politiques. Donc, pour travailler un petit peu sur ces idées, ces modèles ou ces normes, ça se fait souvent dans le cadre de dialogues, d'alimentation de champs d'idées sur certaines thématiques qui sont les thématiques sur lesquelles on travaille. Et donc, pour ce faire, il y a besoin de la recherche, il y a besoin de partenaires locaux dans les pays dans lesquels on travaille, internationaux auprès de grandes institutions comme les think tanks dont les collègues qui parlaient tout à l'heure sont des représentants, mais aussi des universités ou des grands bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, par exemple, ou des banques régionales comme la Banque interaméricaine de développement. Et donc, ces partenaires locaux, internationaux, construit des relations qui sont opérationnelles. On construit souvent des projets ensemble, avec des coopérations techniques que je mentionnais sur le deuxième point, mais on a aussi des coopérations académiques, politiques, et bien souvent, ce sont des combinaisons un petit peu de tous ces champs. Et donc, c'est vrai que sur l'Amérique latine, par exemple, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des grandes institutions comme la Banque interaméricaine de développement, je le mentionnais, l'OCDE ou le Centre de développement de l'OCDE, lorsqu'on travaille sur des thématiques un petit peu plus larges, on travaille avec l'Union européenne ou la CEPAL, mais des think tanks, des universités, on travaille avec les universités locales de la plupart des pays, au Costa Rica, en Colombie, au Brésil. Après, je pourrais éventuellement multiplier les exemples si cela vous intéresse. Donc, voilà un petit peu comment on voit la recherche, nous, au quotidien. Après, c'est vrai qu'on a aussi un département de la recherche en soi qui publie une stratégie et donc qui est au service de ces opérations-là. C'est-à-dire que concrètement, pour faire fonctionner les quatre sujets donc, que je vous ai mentionnés, on a un département de la recherche à l'AFD qui est composé d'une centaine de personnes à peu près. Pour la plupart, sont des chercheurs, doctorants, ou anciens chercheurs qui passent un petit peu, ce qu'on a éclairé juste avant les collègues du monde de la recherche un peu plus académique vers la recherche appliquée ou le domaine d'expertise et qui nous rejoignent. Donc voilà, il y a plusieurs moyens de faire vivre un petit peu la recherche à l'AFD. Il y a plusieurs entrées. Après, très concrètement, pour des jeunes doctorants, oui, il y a le stage, il y a les volontariats internationaux, mais ça concerne peut-être pas trop les chercheurs, en tout cas les doctorants, puisque ce sont des formations qui sont plutôt, des opportunités qui sont souvent ouvertes aux gens qui sont en sortie de master, mais on a beaucoup de consultances, sur des sujets qui sont en général relatifs à des domaines de recherche académique, et puis les tests CIFRE dont je parlais tout à l'heure. En ce moment, on en a une sur l'Amérique latine, à proprement parler, puisqu'on a une personne qui travaille sur la fabrique des politiques bas carbone en Amérique latine, avec des analyses comparées entre le Costa Rica et la Colombie. Voilà. S'il y a des questions après, on pourra y répondre, mais voilà un petit peu comment, du côté des institutionnels, nous pouvons l'utiliser. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Anthony Covin. On termine ce tour de table très riche avec la présentation de Manuel Lafond. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Pardon, c'est mieux dans le micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Manuel Lafond, le directeur CAPS, Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Comme il a été dit, je suis diplomate de carrière, mais j'ai travaillé 2 fois dans des think tanks, un think tank nord-américain, le CSIS, à Washington, et puis un think tank européen, le European Council on Foreign Relations à Paris. En tout, ça fait 6 ans. J'ai aussi été 2 fois au CAPS, une fois quand ça s'appelait encore le Centre d'analyse et de prévision,
Et aujourd'hui, comme directeur, et entre-temps, il y a un S pour stratégie qui s'est rajouté. Alors, je ne prétends pas du tout que ça épuise tous les aspects de ce dont on parle en ce moment, cette recherche appliquée dont on parle. Et typiquement, je trouve que ce que le collègue de l'AFD vient de dire montre justement des choses assez différentes. Mais j'ai été à la fois consommateur et producteur de la recherche appliquée dont on parle. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je vais essayer de répondre à certaines des questions qui ont été posées. J'ai 6 points, ça va être simple. Le premier, c'est sur la circulation entre les différentes sphères. Donc, moi, j'ai beaucoup circulé et je trouve que c'est une expérience formidable, mais je suis le premier à reconnaître que c'est pas facile. Je ne parle pas forcément de mon cas personnel qui, pour l'instant, se passe bien, je touche du bois. Mais c'est vrai que c'est pas facile et c'est parce que c'est pas facile et qu'on le sait que précisément qu'il existe des lieux tierces. Et le CAPS, effectivement, en est un. Il y a plusieurs manières, quand on n'est pas diplomate, de travailler au CAPS. On a des chargés de mission, donc des contractuels qui suivent un dossier, qui font partie de l'équipe. C'était le cas de Célia et de Maya. On a des consultants à qui on commande des travaux sur tel ou tel sujet. Parmi ces travaux de consultance, il y a une situation un peu particulière, donc c'est un troisième cas qui sont les consultants permanents. C'est le cas d'Olivier Daven qui parlait tout à l'heure. Les consultants permanents, ce sont essentiellement des chercheurs, il y a quelques exceptions, mais dans l'immense majorité, c'est et ça a été des chercheurs qui donc ont un travail par ailleurs, mais à qui on demande une forme de contribution continue à entretenir, orienter, aider la réflexion qu'on peut avoir et aussi à nous orienter dans le champ qu'ils connaissent, nous indiquer éventuellement justement quel chercheur, quel jeune chercheur ou moins jeune d'ailleurs peut faire une consultance. Et puis on a depuis cette année, on vient de créer un poste pour un apprenti en alternance, justement avec l'idée d'essayer de varier un peu les façons pour nous d'avoir des contacts avec des chercheurs et peut-être d'aider des chercheurs qui sont à un stade plus précoce de leur carrière à venir vers nous et pour nous à les accueillir. Parce que c'est vrai qu'en pratique, les chercheurs qu'on recrute, en tout cas comme chargés de mission, sont quand même généralement des gens qui ont un peu de bouteille déjà. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de la majorité. Un peu comme Laurence Nardon disait tout à l'heure que pour les stagiaires, on préfère des gens qui sont en master. Pour le CAPS, que ce soit les diplomates ou pas les diplomates, on préfère des gens qui sont capables d'avoir un retour un peu substantiel sur leur pratique professionnelle et les sujets sur lesquels ils travaillent. Et évidemment, c'est plus facile d'avoir ça avec un peu d'âge. Mais donc, il y a des lieux tiers différents. Il y en a dans l'administration. Et par rapport à ce que disait Maya sur l'IRSEM, moi, mon sentiment, pour une fois que je suis pas d'accord avec Maya, j'en profite. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, la direction actuelle de l'IRSEM insiste beaucoup sur la partie académique, avec une revue à comité de lecture, avec des papiers qui sont publiés, qui répondent aux standards académiques, mais ils insistent aussi, et je trouve que ce qu'ils font est assez impressionnant, justement, d'essayer d'arriver à tenir les deux bouts. Ils insistent aussi sur le fait de contribuer à un débat qui est par ailleurs un débat très politique, et donc si vous avez regardé récemment la presse, vous avez vu qu'il y a une étude de l'IRSEM sur les politiques d'influence de la Chine, dont on parle beaucoup. Si vous regardez le document, c'est 600 pages, il y a des notes de bas de page partout, et je sais que les notes de bas de page ne sont pas le critère utile de la scientificité. Il me semble, pour autant que je puisse en juger, que c'est un travail extrêmement fouillé, approfondi et solide, rigoureux, du point de vue académique. Ça n'empêche qu'évidemment, on voit bien qu'il a un retentissement aussi du côté politique. Plus largement, il y a quand même, me semble-t-il, une ouverture du côté de la diplomatie. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que le Quai d'Orsay a aujourd'hui dans ses effectifs beaucoup plus de contractuels qu'il n'en avait avant. Alors avant, il n'en avait pas beaucoup, mais il en a vraiment maintenant significativement plus. Et dans ces contractuels, il y a effectivement un certain nombre de gens plus jeunes qui ont un profil de recherche. Dernier point sur ce sujet, sur la circulation. Moi, je pense que si c'est quelque chose qui intéresse, il faut vraiment essayer et qu'il y a des moyens de le faire, mais il faut choisir une dominante. Si on veut travailler quand même plus dans le monde diplomatique ou en tout cas institutionnel,
En fait, il y a une logique statutaire dans la fonction publique qui fait qu'il faut quand même, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de passer d'un contrat à l'autre et en termes de perspective de carrière, ça mène pas très loin. Donc, si c'est ça qui vous intéresse, il faut faire un choix. À l'inverse, si ce qui vous intéresse, c'est quand même plutôt la recherche académique ou la recherche dans le monde des think tanks, il faut probablement le savoir à un moment. Et puis, effectivement, après avoir identifié ces différents tiers et aller taper à leur porte d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'amène à la question du réseau qui a été posée. Très concrètement, je vais essayer d'être aussi concret que possible dans tout ce que je dis. La meilleure manière de construire un réseau, c'est de provoquer des interactions, c'est-à-dire d'aller voir les gens, de leur demander des entretiens sur vos sujets de recherche. Vous n'avez pas de contact, vous ne les connaissez pas, il y a des annuaires administratifs publics en ligne, ça se trouve très bien. Les gens répondent pas, vous écrivez aux voisins, aux copains, aux chefs, etc. En vrai, de l'intérieur, je peux vous dire, on a du mal à répondre à tout et on a du mal à trouver le temps, mais on essaye toujours de s'organiser pour répondre quand les gens demandent des entretiens avec un projet de recherche précis. Et je pense que les gens à l'intérieur de ces acteurs institutionnels ont de plus en plus conscience de l'intérêt professionnel qu'on a à la fois à répondre aux questions, pour éviter que la recherche se fasse de façon complètement dans l'ignorance de ce que pensent les acteurs institutionnels, et puis aussi parce que ça peut nous affecter. Il ne faut pas hésiter à demander des entretiens, mais il faut aussi venir aux conférences, il faut éventuellement pour les étudiants participer aux stages, il faut saisir les réseaux sociaux comme une occasion d'interaction et de compréhension. Et à chaque fois, et ça rejoint un peu ce que disait Olivier sur c'est un peu difficile des fois de répondre quand on vous répond d'accord, mais concrètement, so what, qu'est-ce que je fais? Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va apporter à la personne avec qui on va parler. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous allez voir quelqu'un pour lui parler pendant 1 heure de votre sujet de recherche en lui posant des questions, mais que lui, à la fin de l'entretien, il reste avec le sentiment qu'il vous a donné beaucoup et qu'il n'a pas reçu tellement en échange, en fait, c'est un peu dommage pour la suite pour vous. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que vous parliez 1 demi-heure et autant plus. Mais ça veut dire qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir réfléchi avant à qu'est-ce que vous pensez que lui peut utilement retenir du travail sur lequel vous êtes en train de plancher, de la recherche précédente que vous avez faite, ou des questions que vous vous posez, et des raisons pour lesquelles vous pensez que ce sont des questions importantes. Cet aspect valeur ajoutée, je ne sais pas si Maya rigole, parce que c'est une obsession à chaque fois en interne au CAPS, j'arrête de dire, d'accord, mais quelle est la valeur ajoutée? Évidemment, c'est une question cruciale quand vous écrivez des notes ou des rapports. Quand vous faites un papier scientifique, vous voulez, c'est ce que disait Olivier, ajouter à la somme des connaissances déjà établies, à la littérature scientifique. Et ben en fait, il faut que vous posiez la même question quand vous faites un papier policy. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? C'est quoi votre valeur ajoutée? Quel est l'objectif que vous poursuivez? Et souvent, je vois des papiers qui sont vraiment bien, mais qui, en fait, sont pas au clair sur l'objectif qu'ils poursuivent et qui mettent trop de choses. On s'arrête à la fin du papier et on se dit, il y a des tas de choses, mais en fait, on voit pas où ça va aller. Et c'est pas vrai uniquement pour les papiers écrits pour des universitaires, c'est quelque chose que je dis, quelles que soient mes fonctions au sein du Quai d'Orsay, aux gens qui sont dans mes équipes, c'est un papier, un objectif. Si vous avez un autre objectif, vous pensez à un autre papier, vous le faites après, vous le faites plus tard, vous le faites ailleurs. Et une note du CAPS ou une note de consultance pour le CAPS, c'est pareil. Et un papier, une note, un objectif, c'est bien parce que ça vous aide aussi à vous demander si jamais il faut que je résume en 3 lignes ce que je veux apporter avec ce rapport, vous êtes capable de le faire. Alors que si vous poursuivez trop de choses à la fois, vous n'y arrivez pas. Le résumé en 3 lignes, c'est quoi et pourquoi c'est important. Parce que quoi c'est bien, mais pourquoi c'est important, en fait, c'est souvent utile pour les policy makers, puisqu'on parle de policy oriented, les responsables de ces acteurs institutionnels. Alors, sur le policy oriented, c'est mon 3e point. Il y a 2 choses. Il y a le policy relevant et le policy oriented. Le policy relevant, c'est la recherche que vous faites est utile pour les gens qui conduisent des politiques publiques. Mais en fait, le policy oriented, c'est un peu différent. C'est pas juste que c'est intéressant au sens où ça permet aux policy makers, aux responsables en charge de ces politiques publiques
d'avoir une idée précise de la situation sur les domaines qu'ils traitent, mais le policy oriented, c'est-à-dire la recherche tournée vers la recommandation, la recherche pratique, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est la recommandation, mais surtout, encore mieux, c'est comment. Parce qu'en fait, quoi, c'est déjà extrêmement utile, mais comment, c'est souvent ça le plus difficile. Et si, à la fin de la lecture d'un papier du CAPS ou pas du CAPS, de l'IFRI, ou de Montaigne, ou de Brookings, les gens se disent, c'est une super idée, mais comment est-ce que je fais ça? En fait, il y a des chances qu'il ne se passe pas grand-chose. Et donc, commencer à répondre au comment, évidemment, on ne peut pas toujours tout avoir dans un papier, mais commencer à répondre au comment et montrer qu'on s'est posé la question, je pense que ça change beaucoup. Quatrième point, c'est important quand on est à l'extérieur de ces acteurs institutionnels de faire l'effort de comprendre le raisonnement, les contraintes des 10 acteurs institutionnels. Pas pour les intégrer ou pour les accepter, mais parce que une des questions qui nous était posée, c'est comment est-ce qu'on peut présenter habilement un propos, un argument critique. C'est comme ça que vous pouvez présenter habilement vos propos, vos arguments critiques. C'est en montrant que vous ne le faites pas vu d'une colline lointaine et distante de la réalité de la personne à qui vous vous adressez. Donc, montrer que vous comprenez ces raisonnements, que vous comprenez ces contraintes et que en fait, il y a une raison pour laquelle néanmoins vous pensez qu'on peut faire autrement et que voilà ce qu'il faut faire, c'est évidemment extrêmement précieux. Et c'est typiquement le genre de choses que nous, on fait au CAPS justement pour travailler dans l'indépendance, puisque c'est une question qui a été posée et dont on a déjà parlé. Et alors, pour vous dire à quel point on est indépendant, on a fait au début de la Covid une note sur, alors ça ne concernait pas les Amériques, ça concernait l'Afrique subsaharienne, sur ce que la crise de la Covid allait provoquer en Afrique subsaharienne. Il se trouve que la note a chuté. Évidemment, c'était pas ma meilleure journée, on va dire, de mes 2 ans à la tête du CAPS. Et quand c'est devenu un peu compliqué et que les gens commençaient à poser des questions au ministre, en fait, le ministre a dit, mais c'est le CAPS, ça n'engage pas le ministère. Et donc, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est là pour leur apporter des choses et c'est conçu comme ça n'engage pas le ministère, c'est ce qui nous donne la liberté, justement, de dire des choses différentes de ce que dit le reste du ministère et d'avoir cet espace dans lequel on peut introduire des idées qui sont différentes. Et évidemment, le fait que ça n'engage pas le ministère ne veut pas dire que ça n'intéresse pas le ministère. Et d'ailleurs, c'est pas parce que la fuite était malvenue que les gens qui ont travaillé sur la note ont été priés de prendre leur clic et leur claque et d'aller voir ailleurs. Au contraire, il y a effectivement cette idée d'un espace nécessaire pour entendre autre chose. Et donc, quand nous, on commande des consultances extérieures, ça ne nous intéresse pas d'avoir des papiers qui disent à quel point la politique française est formidable. Le 5e point, c'est sur la rédaction, comment est-ce qu'on rédige. Laurence a déjà dit 2-3 choses, notamment sur le fait qu'il faut probablement être plus court. Plus court, ça ne veut pas forcément dire faire uniquement des papiers de 2 pages, mais ça veut dire être plus ramassé. Je crois que Laurence a dit qu'il fallait être punchy. Punchy, c'est pas seulement avoir moins de notes de bas de page, c'est aussi sortir du lot. Les diplomates, y compris les gens comme moi qui sont payés pour prendre le temps de réfléchir et de savoir ce qui se passe dans la réflexion extérieure, j'ai des piles de papier comme ça sur mon bureau, j'ai absolument pas le temps de lire tout ce que je voudrais lire, et j'ai du mal à sélectionner dans tout ce que je pourrais lire ce que je voudrais lire. Et donc, si vous n'êtes pas punchy, y compris dès le titre, si vous n'avez pas une structure claire, si vous n'avez pas éventuellement un usage des données un peu visibles, un peu utiles, un peu synthétiques, des cartes, des tableaux, etc., c'est sûr que c'est plus difficile de dire, tiens, je vais passer du temps sur ce papier-là. Quand j'étais à l'ECFR, on avait une équipe qui faisait de l'édition des documents et qui reprenait nos travaux pour qu'ils aient une chance d'être plus appréciés des responsables politiques et diplomatiques, des journalistes, des entreprises, de qui sais-je, les gens à qui un think tank s'adresse.
Et alors, un de leurs conseils qui me frappait toujours, c'était qu'en gros, on commence un papier et ils expliquaient, en fait, tu peux supprimer la première page. Des fois même, tu peux supprimer les 2 premières pages. Tu peux supprimer la première partie. En fait, très souvent, on commence de plus loin. On commence de plus loin parce que dans son raisonnement, on a besoin de se lancer et de poser les termes du sujet, de voir d'où on veut venir, etc. Mais pour le responsable politique, pour le public auquel vous vous adressez quand vous faites de la recherche appliquée, en fait, il n'a pas forcément besoin de ça. Un certain nombre de collègues, il y a plein de raisons de se moquer du directeur du CAPS quand on bosse au CAPS. Une autre raison de se moquer de moi, c'est que je passe mon temps à dire c'est super intéressant, mais on va le mettre en annexe. C'est comme mon histoire de c'est quoi la valeur ajoutée. D'accord, très bien, mais c'est intéressant et pour, mettons, les quelques spécialistes du sujet dans le ministère, à l'ambassade du pays concerné et dans la direction géographique concernée, c'est vraiment bien d'avoir ça. Mais la plupart des autres lecteurs, à commencer par le ministre, si éventuellement la note arrive à Matignon, à l'Élysée, etc., ce qui arrive quand même assez souvent, est-ce que vraiment on pense qu'ils ont besoin de passer par tout ce détour-là? Non. Et ben hop, on passe en annexe. Pareil, on essaye de ramasser. Et donc, il faut commencer plus tard et des fois, il faut finir plus tôt. Il ne faut pas forcément épuiser tous les détours du raisonnement pour se justifier. Olivier disait, c'est encore un autre de mes gimmicks, Olivier disait « so what ?» En fait, moi, j'ai 2 questions. J'ai « et alors ?» qui est « so what ?» c'est-à-dire très bien tout ça, mais c'est quoi? Quelle est la conséquence? Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Mon autre question fétiche, c'est « et ensuite ?» C'est-à-dire que les gens arrivent et disent « bah voilà, il se passe ça, c'est important, ça va dans cette direction. » Ok, très bien, mais après, est-ce qu'on peut prendre ce fil de pelote que vous avez trouvé, que vous avez commencé à tirer, et est-ce qu'on peut le tirer un peu plus? Est-ce qu'on peut réfléchir à qu'est-ce qui se passe si on continue le raisonnement? Et en fait, on peut toujours tirer un peu plus le fil. On peut toujours. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer d'aller plus loin et de solliciter son idée et sa réflexion plus loin que simplement le fait que ça y est, là, on a quelque chose de différent de ce qui est dit ou écrit ou discuté ailleurs. Il faut essayer de tirer et d'aller plus loin. Et ensuite, c'est à la fois une déformation liée au fait que le CAPS fait de l'anticipation, de la prévision, de la prospective. On essaye de voir ce qui va se passer après. Évidemment, on a assez rarement une démarche rétrospective où on s'intéresse à pourquoi ça s'est passé comme ça. Quand on le fait, c'est parce que ça nous intéresse en tant que ça indique comment ça risque de se passer après. Et évidemment, il n'y a jamais de translation pure et simple du rétrospectif au prospectif. Ça serait trop beau ou pas d'ailleurs. Et donc, il faut vraiment essayer d'avoir cette démarche d'anticipation. Je pense que c'est utile. Mais même pour les gens qui n'ont pas ce souci prospectif, la question est ensuite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut aller plus loin dans le raisonnement et est-ce qu'on peut, du point de vue justement policy, du point de vue des responsables politiques et des conséquences à en tirer, essayer de pousser encore un peu, c'est vraiment quelque chose d'utile. Un dernier point sur cette histoire de rédaction, parce qu'on parle beaucoup des notes, et évidemment les notes sont très importantes dans le type de travail qu'on fait, mais en fait c'est jamais seulement les notes. C'est aussi beaucoup de travail en amont et beaucoup de travail en aval. Et le travail en amont et en aval, c'est d'aller voir les gens à qui on s'adresse. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Je suis un peu désolé que mes collègues de panel n'aient pas fait autant. J'aurais eu plaisir à aller voir ou à aller rencontrer tous ceux que je ne connaissais pas. Mais plus sérieusement, sur la partie policy, les think tanks qui bossent bien sont des think tanks qui prévoient des briefings, des conférences, des séminaires, une fois qu'ils sortent un policy paper dont ils pensent qu'il est utile. Et c'était pareil à l'ECFR. Si les gens disaient on va pas faire un briefing sur ce papier, en fait, assez vite, la conclusion arrivait qui était on va pas faire le papier. Il faut réfléchir à si je fais ce papier, qui est-ce que je pourrais aller voir et à qui j'ai quelque chose à dire en pensant que ça va l'intéresser et qui va sortir de la réunion en se disant tiens, ça c'est intéressant. Et comment, ça c'est la partie en amont, comment est-ce que je le fais d'une façon qui justifie que des tas de mauvais arguments ne vont pas m'être opposés. On a une note qu'on a sortie en interne au ministère il n'y a pas longtemps sur l'Indo-Pacifique, une région importante, dont vous avez peut-être entendu parler récemment dans la presse. Et le consultant extérieur à qui on a demandé de faire le papier,
a fait un boulot que moi je trouve vraiment très bien, et il est notamment allé parler avec beaucoup d'ambassadeurs français dans la région. Le problème, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on avait compris, malheureusement, il n'a pas du tout parlé aux gens qui suivent le dossier à Paris. Résultat, quand on a diffusé la note, il y a des tas de gens à Paris qui ont dit « Ah, c'est pas ça du tout, il n'a pas compris, s'il était venu nous voir, ça aurait été tellement mieux, etc. » Et il y a une espèce de réaction un peu d'autodéfense du système qui ont dit « Tiens, on pourrait faire autrement. » Et donc, bah oui, mais vous ne nous avez pas écouté, donc on ne va pas vous écouter. Donc, le fait que le travail, c'est pas juste la note, c'est aussi l'aval, c'est-à-dire d'essayer de valoriser ce qu'on a fait, mais aussi l'amont, d'essayer à la fois de se renseigner, je pense que c'est intéressant sur le fond, mais aussi de préparer le terrain et de voir éventuellement quels sont les contre-arguments, où est le pushback, où sont les susceptibilités, qui est intéressé et pourquoi, qui ne l'est pas et pourquoi. Je pense que c'est utile, c'est un boulot. Alors, le consultant pas permanent, en l'occurrence, qui a fait la note, personne ne lui en veut, c'est notre boulot à nous de travailler ensuite l'administration pour faire valoir le fond. Mais c'est pas complètement un hasard si on lui avait demandé est-ce que tu as parlé aux gens à Paris qui ont bossé là-dessus, c'est parce qu'on sait que c'est comme ça que ça se passe, et donc c'est sûr que c'est un peu dommage que ça n'ait pas eu lieu. Dernier point, parmi les questions qu'on nous a posées, quelles sont les compétences, si vous voulez, travailler, avoir une expérience à un moment au sein d'un acteur institutionnel. Et c'est vraiment des compétences, pour le coup, quand moi je recrute, et quand je recrutais à l'ECFR, c'était pareil, et que ça soit un diplomate ou un non-diplomate que je recrute, c'est à peu près la même chose. L'expertise, évidemment, ça commence quand même par là. L'expérience, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, et si possible, évidemment, une expérience, enfin pas si possible, de façon quasiment automatique, une expérience à l'étranger dans la zone ou sur le sujet sur lequel le poste existe. De la transversalité, au CAPS, les portefeuilles sont énormes. Il y a un collègue qui fait l'Afrique subsaharienne à lui tout seul, il y a un collègue qui fait l'Asie à elle toute seule. Évidemment, je ne peux pas demander à quelqu'un de connaître tout par cœur, mais il faut avoir ce souci cette curiosité et cette capacité à voir un peu plus large, pas juste avoir une expertise de niche, on va dire. Mais la transversalité, c'est aussi parce que une des valeurs ajoutées de structures comme les think tanks ou comme le CAPS ou comme l'IRSEM, c'est aussi de faire travailler des expertises différentes ensemble, ce qui est plus difficile pour le reste du système administratif, on va dire, la partie plus bureaucratique, sans que ça soit péjoratif, je suis encore une fois moi-même diplomate du système. Autre compétence qui est un mix un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un qui ait une forme de sens de l'opérationnalité. Alors évidemment, quand on recrute des diplomates dans l'équipe, c'est moitié-moitié. Les diplomates ont une compréhension plus immédiate de ce qui est possible ou pas d'un point de vue diplomatique et de politique étrangère. Mais d'abord, c'est pas parce qu'on est diplomate qu'on a toujours ce sens de l'opérationnalité, d'une part. D'autre part, justement, le but du jeu, c'est d'éviter d'avoir que des diplomates qui disent non, ça on peut pas, c'est pas possible, ça marchera pas. Il faut aussi des gens qui disent pourquoi on n'essaierait pas, etc. Et puis surtout, il faut un équilibre entre l'opérationnalité et le côté lever le nez. Les collègues qui bossent sur des dossiers, leur problème, c'est pas qu'ils réfléchissent pas, c'est pas que ça les intéresse pas de réfléchir, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils adoreraient pouvoir le faire, mais ils n'ont pas le temps. Les gens comme vous et comme nous au CAPS sont des gens qui font gagner du temps à ceux qui voudraient pouvoir réfléchir, voient bien qu'il y a un sujet à creuser, mais se disent j'y arriverai pas et j'y arriverai pas tout seul. Et donc, avoir cette capacité à aider les gens à lever le nez et à regarder la direction d'ensemble et pas juste le fait de savoir si au prochain tournant, il faut aller à gauche ou à droite, c'est extrêmement utile. La capacité à traduire de l'analytique, voire du scientifique au politique, avoir une vraie capacité un peu structurée d'analyse, y compris avec de la théorie, mais être capable de la restituer d'une façon justement où on n'est pas obligé de passer par le détour théorique et par le vocabulaire théorique et conceptuel pour avoir la substance politique de l'analyse. Et la curiosité au sens large, je parlais tout à l'heure de curiosité par rapport à l'idée de transversalité, mais évidemment, ce qui est extrêmement important, c'est l'idée de se poser des tas de questions, d'être étonné
Comme on dit dans les livres qui cherchent à définir la philosophie, c'est l'étonnement, d'être capable de s'étonner devant ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, pour se poser des questions différentes et avoir envie d'aller creuser derrière de ce que tous les collègues se posent comme question tous les jours, parce qu'évidemment, on s'en pose plein. Et le but du jeu, puisque c'est pour nous d'avoir une valeur ajoutée, c'est d'essayer de trouver des questions différentes et le cas échéant, de se poser des questions soit différentes, soit différemment, pour alimenter la réflexion stratégique du ministère. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de travailler au CAPS. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Et merci à tous nos intervenants pour leurs échanges, leurs propos sur leur expérience, leur compréhension de cette analyse orientée qui nous occupe aujourd'hui. Alors, je reprends la parole parce qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels j'aimerais revenir avec nos intervenants et je vais en donner trois. Je vais en donner trois, puis j'ouvrirai ensuite la discussion. Alors, j'aimerais en particulier qu'on revienne d'abord sur une question qui intéressera les jeunes chercheurs, bien les doctorants, et on vient d'en parler un petit peu. Moi, j'aimerais savoir, d'après l'expérience de nos panélistes, quelle a été là où les compétences résultant du doctorat, pratique universitaire que vous avez les uns et les autres, qui ont été les plus utiles pour la suite de votre carrière dans les centres de recherche indépendants. Alors, bien sûr, il y a l'expertise, la connaissance d'une région, le séjour à l'étranger, mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Est-ce que vous auriez des éléments à partager, des retours d'expérience à nous donner? Deuxième question générale, transversale, que j'adresse l'ensemble de nos panélistes, autour de la visibilité. Là aussi, on vient d'en parler. Il est très important, il me semble, d'aller au-delà de la production de notes, puisque dans le milieu des journalistes, des experts peut-être aussi, mais surtout des politiques, eh bien, c'est connu, on n'a pas le temps de lire, très peu le temps de lire. Donc, il est vraiment important de pouvoir communiquer autour de la production scientifique qui est faite. Et donc, là aussi, j'aimerais avoir un retour d'expérience des uns et des autres à ce propos. On a parlé, bien sûr, de rapport avec les journalistes, le monde des médias, etc. Mais je me demandais plus précisément qu'en est-il au niveau politique. Par exemple, une idée qui me vient là immédiatement, c'est celle des auditions parlementaires. Est-ce que certains d'entre vous pourraient revenir sur une expérience qu'ils ont eue à ce niveau-là, parce que comme on le sait, le Parlement est friand d'apports extérieurs et cherche justement à avoir une pluralité de points de vue. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Et puis, une dernière question, qui est une question plus étroitement sur l'Amérique du Nord, peut-être, mais comme nous avons essayé à Belin, j'aimerais vraiment entendre là-dessus sur les différences d'expérience et de pratique entre la recherche indépendante en France et la recherche indépendante aux États-Unis. Donc, c'est lié à les deux expériences, et j'aimerais en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Voilà. Ce sont les trois questions que j'avais, que je lance. Il n'y a pas vraiment d'obligation de les traiter les unes après les autres. Sentez-vous tous très libres. Et puis après, donc, peut-être que nous pourrons commencer par reprendre des questions de la salle et des questions également sur Zoom, si techniquement nous avons la possibilité. Je pense que ça devrait aller. Bon, voilà, donc lequel d'entre vous aimerait réagir à ces questions? Alors, Laurence, est-ce que tu... Oui, moi, je peux commencer si vous voulez. Je peux commencer si vous voulez. Alors, donc, François, tu as posé 3 questions qui sont en gros à quoi nous a formé la thèse,
concrètement. 2, comment peut-on réussir à faire lire nos papiers ou communiquer notre recherche? Et la troisième question, c'est l'expérience, la pratique de la recherche, comparaison France-US. Et alors moi, j'ai une expérience comme Célia, puisque j'ai travaillé 3 ans au CSIS, mais évidemment, c'était il y a une vingtaine d'années. Je commence par cette question-là, d'ailleurs, la troisième. C'était il y a une vingtaine d'années, et je pense que la recherche française a fait, enfin, dans les think tanks, pardon, a fait infiniment de progrès depuis. Je me souviens quand je suis rentrée à Paris, c'était en 2004, et que je suis arrivée à l'IFRI, c'était une sorte d'artisanat sympathique, un peu foutraque. Aujourd'hui, on est beaucoup plus professionnel, il y a des process, il y a de la donc ça n'a rien à voir. Donc je ne sais pas si je peux finalement comparer de manière intelligente les choses, puisque c'était il y a tellement longtemps. Pour la question, je voudrais dire une autre chose qui m'a frappée dans les débats qu'on a eus depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, il ne faut pas opposer. En fait, il y a 3 acteurs dont on parle cet après-midi. C'est l'université, les think tanks et les institutions. Et les think tanks et les institutions comme le CAPS ou l'IRSEM dont a parlé Maya ne sont pas, ou l'AFD d'ailleurs, qui est aussi une institution publique. Je ne suis pas sûre que ce soit la même chose que des think tanks comme l'IFRI ou Montaigne ou la Brookings de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, voilà, il y a plus d'acteurs, il n'y a pas une dichotomie entre université et le reste, il y a plus d'acteurs que cela. Ok, je passe maintenant à la question 1, je saute de la 3 à la 1. À quoi concrètement m'a formée la thèse? Eh bien, écoutez, je pense que c'est quelque chose qui m'a été extrêmement utile par la suite dans la recherche, et je suis sûre que vous serez tous d'accord avec moi, c'est que ça m'a formée à écrire, ce qui est un exercice quand même très difficile. Moi, je connais encore des gens qui, après de longues années de professionnels, ont l'angoisse de la page blanche. Et la rédaction de la thèse vaccine définitivement contre l'angoisse de la page blanche. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais maintenant, quand il s'agit de commencer à écrire un papier, j'y vais et je n'ai pas de problème. D'ailleurs, j'ai des astuces pour ceux que ça intéresse, parce que pour ceux pour qui ça reste difficile, j'ai un certain nombre d'astuces qui ne datent pas de ma thèse d'ailleurs, mais que j'ai imaginées par la suite. Et je termine avec la question 2. Comment réussir à communiquer notre recherche et nos papiers? Alors, dans les think tanks, évidemment, on a une liberté de format et on est libre de faire feu de tout bois pour que nos papiers passent la barre et soient lus véritablement. Donc, il y a les formats, il y a les illustrations, il y a les relais sur les réseaux sociaux, tout ceci est utilisé à fond. Il y a aussi d'autres formats qu'on utilise. On développe à l'IFRI en ce moment des espèces de cartes interactives où les gens peuvent cliquer sur des contenus pour faire apparaître soit des petits textes, soit des longs textes, soit des vidéos. Donc ça, c'est très prometteur. C'est très prometteur parce que ça fait passer du sens. Ce n'est pas parce que c'est court ou en vidéo que ça n'est pas intelligent, si vous voulez. Il y a aussi, évidemment, les podcasts. Moi, j'en fais un toutes les semaines. New Deal, Jean-Baptiste a eu la gentillesse d'en parler au début. Et ça, c'est un moyen extraordinaire de faire passer nos idées et nos analyses, parce qu'il y a je crois que les podcasts que fait Slate ont chacun 10 000 écoutes par semaine, donc c'est vraiment absolument considérable. Et puis, François, tu parlais des auditions devant le Sénat ou devant l'Assemblée nationale. Je voudrais parler d'une audition très particulière qu'on a eue, Maya et moi. Il y avait d'autres personnes, mais il y avait, de celles qui sont là avec nous aujourd'hui, il y avait Maya et moi. On a eu l'expérience quand même incroyable d'être auditionné par le président de la République il y a quelques années. Maya, tu t'en souviens? C'était avant. En fait, Macron avait décidé de parler aux chercheurs avant ses voyages officiels dans les pays. Donc, il avait fait ça avec la Chine. Il avait donc invité ma collègue Alice Ekman à l'époque. Et puis ensuite, il a fait ça pour les États-Unis. C'était en avril 2018, très précisément. Et donc, on a pu aller dire ce qu'on pensait, les conseils qu'on lui donnait. Enfin, ce n'était pas aussi cash que ça, mais on a pu être écoutés. C'était quand même, pour un chercheur, pour le coup, on n'était plus dans notre tour d'ivoire. Voilà, je m'arrête là. Merci.
Merci beaucoup, Laurence. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ces points? D'autres éléments à ajouter? Oui, Maya? Oui, il y a pas mal de… Je repensais à la première question sur ce qu'apporte la thèse au-delà de l'expertise. Laurence parlait de l'écriture, évidemment. Et puis au-delà, je dirais je pense enfin en tout cas dans mon cas, une méthode et un angle, en fait, un angle d'attaque aussi pour les sujets et une méthodologie. Je trouve que la différence, elle se voit dans les gens avec qui on travaille. Non, alors sur la France et les États-Unis, je laisserai Célia parler. Sur les auditions, effectivement, il y a aussi des auditions que j'ai faites avec Célia. On avait fait plusieurs auditions au moment de l'élection de Trump à la Commission des Affaires étrangères. Et c'était des expériences plutôt intéressantes, et je pense qu'on aura été un peu utile. Voilà. Moi, j'en avais fait d'autres après aussi, toujours sur ces commissions. Et en fait, c'est intéressant aussi parce que pour eux, je pense, j'espère que c'est intéressant qu'ils nous écoutent. Et puis, dans l'autre sens, j'allais dire, c'est intéressant sur les questions qu'ils posent aussi. Et sur les États-Unis, on connaît, on est en plein dedans, les utilisations politiques suivant le contexte qui peuvent être faites de certains aspects de la politique américaine, pour dire les choses généralement. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir des questions des représentants élus. Donc voilà. Et sur la communication, le fait que effectivement, sur le côté un peu plaidoyer, l'utilisation de certains travaux qu'on fait, au-delà de cette communication avec les instances politiques, il y a évidemment aussi l'aspect réseaux sociaux, journalistes, etc. Mais je ne sais plus si c'est quelque chose que tu avais exclu de ta question, justement, ou qui t'intéressait, pardon. Je n'avais pas parlé directement des réseaux sociaux. Ah bon, d'accord, pardon. Tout à fait. Voilà. Oui, non, en fait, moi, je trouve que ça peut être toujours… si on est sur un sujet qui peut éclairer et informer utilement le débat public, et donc donner aussi cette portée-là à la recherche qu'on fait, je pense que c'est toujours intéressant. Si on a quelque chose qui est sous la forme d'un livre ou d'un article un peu ardu, etc., ça vaut toujours le coup d'en faire une version plus courte qu'on peut communiquer davantage au grand public. Ça rentabilise, entre guillemets. Et puis voilà, il y a une fonction d'informer le débat public, je pense, qui nous concerne tous, quelle que soit notre place dans la chaîne. Donc voilà, après, on pourrait en avoir parlé avec plusieurs personnes qui sont là dans cette table ronde. Il y a des gens qui adorent ça, il y en a pour qui, au contraire, c'est une véritable corvée. Je pense à aller sur des plateaux ou des choses comme ça, ou même intervenir sur Twitter, etc. Donc voilà, il faut trouver la mesure aussi de ne pas se faire trop violence à soi-même et à son emploi du temps et à ses éventuelles autres parties de vie importantes que sont la famille ou juste le repos, quoi. Bref, j'arrête. Merci. Merci Maya. Est-ce qu'il y a d'autres réactions éventuellement? Célia, je vois que tu lèves la main, je t'en prie. Oui, alors puisqu'il y a en plus une question que tu m'as adressée directement, je vais essayer de répondre. Je vais partir des expériences. Tu as interrogé, donc je ne reviendrai pas sur la thèse. Moi, j'ai toujours un peu de mal à encourager les étudiants à faire une thèse. J'ai trouvé mon processus difficile et très, très solitaire. J'étais mal encadrée. Et tout au long de mon aventure universitaire, en essayant d'avoir des postdataires, en essayant ensuite de revenir d'être maître de conférence, etc., j'ai trouvé la porte de l'université complètement fermée. Et à chaque tournant de ma carrière, on m'a expliqué que j'avais passé trop de temps à l'étranger, que j'étais trop dans l'expertise, ou je ne sais quoi. Et ça a été pour moi une grande frustration. Et à un moment, la compréhension que peut-être c'était pas fait pour moi. Simplement, la seule chose dont je me réjouis, c'est que grâce à mon tout premier directeur de thèse,
qui est arrêté avant l'heure. Guillaume Parmentier, qui est un collègue de Laurence, qui nous a toutes les deux recrutés et formés, je crois. Donc, Guillaume Parmentier m'avait donné un bon conseil, qui est un conseil américain, publish or perish. Il faut publier, il faut écrire. Il faut écrire pour garder un rythme, sinon on périt et on ne peut pas être un chercheur. Et ce conseil m'a encouragée à faire une thèse courte. J'ai mis que 5 ans. Entre guillemets, une thèse assez courte, surtout à passer à autre chose, et puis pendant ma thèse à écrire des articles, et c'est un rythme que j'essaye, même quand c'est difficile, et parfois c'est difficile, de garder celui d'écrire des choses, d'essayer rien que pour soi-même. C'est pas toujours très lu, ça n'a pas toujours beaucoup d'impact, mais garder le rythme, c'est important parce que parfois la thèse, c'est une noyade. Vous voyez, je suis très optimiste. Mais dans les expériences utiles, je dois dire que moi, j'ai fait dès le master un stage au consulat des États-Unis, de France à Chicago. Donc, j'étais aux États-Unis. Et tout de suite, ce stage m'a permis de voir la diplomatie française, de totalement découvrir, je n'y connaissais rien, d'avoir un tout petit peu d'expérience professionnalisante, un stage à l'IFRI également. Et puis, après, plus tard, bien sûr, le CAPS, qui était extrêmement formateur pendant 5 ans. Donc, ça, c'est sans comparaison en termes de valeur, mais pouvoir garder, si on a envie de faire de l'expertise de la policy-oriented research, il faut faire des stages dans les think tanks, mais il faut aussi faire des stages ou essayer de travailler dans les institutions publiques pour ne pas faire une carrière de think tanker qui serait trop détachée, à mon avis, de l'expérience gouvernementale qui est quand même très intéressante. Pour la visibilité, alors moi aussi, j'ai un très bon souvenir des auditions parlementaires. C'est toujours un plaisir, en fait. Je ne sais pas exactement pourquoi. On a le temps de la présentation. Les questions sont intéressantes, même si on a 150 questions d'affilée auxquelles on ne répond jamais, mais on entend, c'est souvent des petits commentaires. Je trouve ça, en fait, c'est très valorisant. Donc, c'est quelque chose que je recommande tout à fait quand on arrive à peut-être se faire repérer ou à mettre le pied dans l'engrenage. Moi, je pense que c'était justement uniquement lié à ma fonction, au chargé de mission au CAPS, mais j'ai trouvé ça très sympathique. Pour la visibilité, Maya l'a dit, il y a quand même 3 publics différents. Le grand public et les médias, c'est notre devoir d'informer. Ça sert à ça, les experts aussi, c'est d'aller expliquer les situations. Il y a de l'autre côté les décideurs, et ça, c'est la majorité du temps, on ne passe pas notre temps à parler aux décideurs. C'est quand on a quelque chose d'important, où on a bien réfléchi, comme l'a expliqué Manuel, au « et alors », et ensuite on a un message précis et qu'on arrive à travers des briefings à le faire passer. Et ça, il faut bien se le dire, dans une carrière, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai pas ça toutes les semaines. Je suis pas en train de briefer des tas de gens très importants tout le temps. Simplement, quand il y a quelques messages et que ça arrive à être lu et perçu, ou que j'ai pu en retirer quelque chose, ça, c'est très valorisant. Et la plupart du temps, on fait plutôt du travail pour le grand public, ou alors après, pour les experts, les autres, les collègues. Et on se parle entre nous énormément. C'est là où intervient Twitter. Twitter, c'est quand même un peu une caisse de résonance. Et parfois, c'est difficile de ne pas confondre le moyen et la finalité. Donc, on finit par passer tout notre temps sur Twitter à parler tout le temps aux mêmes gens, entre nous, comme si on était dans une salle de réunion, et on perd, 1, le grand public, et 2, les décideurs. À mon avis, on est parfois... Voilà, l'entre-soi de Twitter est parfois vraiment effrayant, mais c'est un exercice auquel on est tous, on se soumet tous. Dernier, les différences de pratique entre la recherche États-Unis et France, la plus grande différence, à mon avis, en dehors des moyens. Donc, il y a une histoire de moyens, il y a simplement beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'argent. Et c'est une tradition bien plus ancienne. Il y a plein d'explications pourquoi il n'y a pas les mêmes moyens. C'est les revolving doors, le tourniquet, le passage entre les think tanks et le gouvernement et les think tanks, mais aussi l'université. Je regardais à l'instant le CV de Mara Karlin, qui est aujourd'hui au Pentagone. C'est la Deputy Undersecretary for Policy au Pentagone. Donc, elle va avoir de l'influence actuellement sur les affaires du Pentagone. Elle est aussi chercheure associée dans les think tanks. Moi, je l'ai vu beaucoup. Elle venait nous parler sur les affaires de défense et sécurité. Et dans mon souvenir, elle était aussi, donc c'est confirmé,
prof à Johns Hopkins à l'université. Il y a plein de gens comme ça, ils ont 2, 3 casquettes et ils passent de l'un à l'autre. Et franchement, je pense à elle parce que je la trouve vraiment super et vraiment toujours à la fois très articulée, très intellectuelle, avec elle a toujours une vision un peu d'ensemble et en même temps très ancrée dans le réel. Quand elle parle des problématiques de défense et de sécurité, ce sont des problématiques contemporaines, concrètes. Ça, c'est difficile à reproduire en France. Je sais que le CAPS participe très largement à cette idée d'essayer de faire entrer la recherche dans le ministère et de faire ce qui est très difficile, sortir le ministère vers la recherche. Je pense que ça marche pas si mal finalement entre les think tanks et les institutions et le monde de la décision, mais on peut en faire plus. Mais alors avec l'université, à mon avis, à moi, c'est à part quelques centres un petit peu qui ont quelques liens, c'est vraiment difficile. Sciences Po, oui, le centre Thucydide auquel je pense, mais les War Studies qui ont aidé à faire ça, mais c'est vraiment très, très difficile de concilier les deux. Je m'arrête là. Mais pour moi, c'est ça le cœur du système. Ah oui, un dernier point, c'est que le paradoxe d'un système de think tank aussi développé que celui des États-Unis, c'est que on a une très très grande concurrence entre experts parce que au fond, les endroits où publier, les endroits où avoir de l'influence, donc mettre une tribune dans un grand journal américain ou alors publier dans une revue spécialisée qui donnera en fait, eux, ce sont les éditeurs, les responsables, les chargés de rédaction de ces grandes revues qui sont vraiment les boss de Washington parce que c'est eux qui déterminent quels experts ils vont publier. Et donc, il y a quand même une concurrence très forte. Il y a du monde. Hein. Donc, c'est un espace aussi très, 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 très saturé. C'est pour ça que les gens essaient de se distinguer, soit sur Twitter, soit parfois avec des idées extrêmement farfelues, soit parce qu'ils ont de l'influence politique, mais c'est un monde concurrentiel, quelque chose qu'on connaît moins, à mon avis, en France. Merci Célia, merci de votre retour sur ces différents points. Je vais passer la parole à la salle, puisqu'il est temps maintenant de savoir s'il y a des questions parmi le public. Oui, je suis Carlos Boqueran, professeur à l'Université de la Sorbonne Nouvelle et vice-président de l'Institut des Amériques. Je vais reprendre un point de la dernière intervention qui me semble crucial pour l'interaction entre la décision politique et la recherche, et qui est celui de la circulation des chercheurs et des décideurs politiques et des think tankers dans les différentes instances. Et puisque, même si on ne peut pas changer du jour au lendemain, je crois que dans des problèmes qui, progressivement, j'ai compris qu'il y avait en France, et que j'attribuais à un facteur, qui me semble-t-il, finalement, j'étais dans l'erreur, je me suis trompé, c'était le fait que, dans la région que je connais le mieux, l'Amérique latine, à l'instar un peu de ce que l'on a dit aux États-Unis, il y a une circulation. Des professeurs universitaires sont tantôt ministres, puis sont à la tête d'un centre de recherche, puis redeviennent ministres, puis ils sont professeurs universitaires, et que ce qui m'avait étonné initialement lorsque j'étais jeune étudiant en France, et puis pendant ce temps, c'est que, par exemple, dans mon domaine de l'économie, des économistes connus et reconnus, que l'on aurait considérés comme des ministrables ou des importants décideurs, y compris dans les positions et dans les positionnements qui développaient sur tel ou tel problème concret, la politique économique, etc., les relations économiques internationales, n'étaient jamais considérés, et puis qu'on citait seulement Raymond Barre, comme un cas un petit peu de grands économistes et ministres. Et les ministres de l'économie, c'était les grands, disons, responsables de la fonction publique, des hauts commis de l'État, pour ainsi dire. Or, j'avais attribué ça, et c'est la question là où je voulais en venir, c'était la discussion, à un fort degré d'institutionnalisation des différentes instances, politiques, économiques, académiques, etc. Le think tank moins, parce que comme ça a été rappelé, il y a une progression, une évolution, ça n'a rien à voir avec la situation d'il y a 20 ans. Ça a beaucoup évolué. Mais je crois que les bons mots n'étaient pas institutionnalisation, c'était cloisonnement. C'est-à-dire qu'on était dans des mondes différents qui avaient peu d'interaction
et que, bien qu'il y ait des transformations importantes dans les dernières années, on en est loin d'une situation un peu plus optimale, pour ainsi dire, puisque là, le problème, c'est qu'il y a une déperdition. On perd des talents qui peuvent apporter ici et là. Je ne dis pas que la France va être comme, par exemple, au Chili, où on rencontre, disons, un collègue, professeur important ou voire autorité universitaire importante, lorsque sa coalition partie est dans la position, et immédiatement, cette coalition partie devient, disons, force de gouvernement, il est ambassadeur, il est ministre, et puis il revient de nouveau. Mais il faut quand même repenser ça aussi, me semble-t-il, mais qui est une vaste question, puisque ça a trait à la manière dont on organise les trajectoires individuelles, académiques, politiques, disons. Et donc, ça me paraît un point important, voir s'il n'y a pas un certain cloisonnement, que l'on commence à rompre dans le fait qu'il y a une interaction et qu'on en est loin encore d'avoir surmonté. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous posez? Je ne crois pas qu'il y a des questions. Oui. Et ma question est un peu plus spécifique. C'est par rapport au rôle du dialogue qu'on entretient avec les bailleurs lorsqu'on mène une expertise. Dans quelle mesure ce dialogue va influer sur l'écriture même du rapport et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour la réalisation, par exemple, d'une étude qui vous a été commandée? C'était une question plus spécifique sur la pratique. Je ne sais pas, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, bien sûr. Donc rapidement sur la première question sur le cloisonnement, moi je pense qu'effectivement il y a du cloisonnement partout de façon différente. Typiquement, je vois très bien ce que Célia veut dire sur l'importance des revolving doors côté américain. Je me souviens de quelqu'un qui disait récemment, en fait, il y a toujours un triangle pour les think tanks à Washington qui est think tank, gouvernement, mais le troisième, c'est plus l'université, c'est les grandes entreprises de consulting. Et en fait, les universitaires ont été un peu sortis du triangle. C'est pas devenu un carré. Les consultants ont remplacé les universitaires. Alors, comme Célia vient de le rappeler, c'est pas complètement vrai, mais il y a des formes de cloisonnement, même dans les endroits où la mobilité existe. Et je pense qu'effectivement, en France et en Europe, dans une certaine mesure plus largement, on a cette difficulté. Comme je disais tout à l'heure, ça évolue parfois plus par les faits que par la volonté et le dessein de penser qu'il faut aller dans une direction différente. Mais ça reste un élément pesant. Sur le dialogue avec les bailleurs, alors en tant que financeur, moi, d'un certain nombre de travaux, quand on travaille avec un consultant extérieur ou quand on travaille avec un think tank comme institution et pas juste un chercheur personnellement, généralement, on essaye de clarifier la question que nous, on se pose au début le mieux possible. Et après, on essaye de s'abstenir d'intervenir dans le travail, justement pour respecter l'indépendance dont on parlait tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, c'est pas que les gens nous disent quelque chose qu'on saurait déjà, sinon on l'écrirait nous-mêmes. Ce qu'on sait déjà, c'est les questions qu'on se pose, mais ce qu'on voudrait, c'est des éléments de réponse. Donc, il faut laisser les gens venir avec ça. Et là où on reprend le dialogue, c'est une fois que ce travail est terminé, non pas sur la base de c'est vrai, c'est pas vrai, ou ça nous intéresse pas, ou c'est dissible, c'est pas dissible, mais simplement sur la base de ce que je disais tout à l'heure sur le et alors et ensuite, c'est-à-dire très bien, mais si jamais nous on donne ça à nos collègues pour que ça leur soit utile, pour qu'ils puissent en tirer quelque chose, pour qu'ils soient capables de l'opérationnaliser, est-ce qu'il y a des choses à dire en plus? Est-ce qu'il y a des façons de compléter? Est-ce qu'on peut être plus spécifique sur les recommandations? Et donc le dialogue qu'on a, c'est essentiellement celui-là. Et en fait, c'est pas très différent du dialogue que j'avais pour le coup quand j'étais chercheur à l'ECFR ou au CSIS avec les gens qui finançaient nos activités. Quand j'étais à l'ECFR, c'était assez rare qu'on ait quelqu'un qui finance un rapport spécifiquement, parce que justement, on essaie toujours d'éviter cette situation-là
pour éviter d'avoir un dialogue qui soit trop étroit et qui finisse d'une manière ou d'une autre par être prescriptif. Mais on avait quand même évidemment un certain nombre de discussions avec les gens qui finançaient les activités de CFR, et c'était un peu la même chose, c'était des discussions en amont et en aval, et pas des discussions pendant le travail de recherche et pendant la rédaction du rapport. Voilà ce que je peux dire. Merci. Y a-t-il une toute petite dernière question rapide? Nous arrivons à la fin de notre table ronde. Certains intervenants ont déjà dû partir. Écoutez, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier nos intervenants et remercier bien sûr le public qui nous a suivis pendant ces 2 heures pour ce débat que je trouvais personnellement tout à fait enrichissant et utile, j'espère aussi, pour les plus jeunes doctorants qui sont intéressés par la recherche appliquée. Merci à tous et bonne fin de journée.